Bonjour à tous. Bon, moi je vais parler d'IA. d'IA. C'est normal la mise en page? Pardon. Désolée. Il y a un petit bug. Merci beaucoup. Il y a 1 an et demi, on a tous vu dans l'univers du produit l'IA arriver sous une forme de vague qui nous a envahis. Et je vais vous raconter comment chez Payfit, on a essayé de surfer sur cette vague. Et plus particulièrement comment l'équipe design, on a essayé d'apporter de la valeur à nos utilisateurs avec cette technologie. Un peu de contexte. Donc je m'appelle Gwen, j'aime le vélo, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Je suis design directrice chez Payfit. Et Payfit, c'est quoi? C'est un SaaS qui permet à des petites et moyennes entreprises de gérer leur paye, enfin la paye de leurs employés et leurs ressources humaines de manière autonome. Ok, mais la paye, c'est un domaine un petit peu technique qui peut générer du stress. Or, nous, nos utilisateurs, parce que c'est des petites et moyennes entreprises, ils ne sont pas du tout experts en paye. Mais pas du tout. Alors, il y en a quelques-uns, hein, mais disons que vraiment, certains n'ont aucune connaissance de la paye et pourtant, ils utilisent notre outil. Bien, maintenant que vous avez ce contexte, quand on a réfléchi à sur quel use case on allait appliquer l'IA dans notre produit, c'était évident qu'on allait aider nos utilisateurs en répondant à leurs questions, puisque qui dit stress dit questions, dit besoin de réassurance, et donc aujourd'hui, tout tombait dans les mains de l'équipe support. Donc vous imaginez le nombre de tickets qui étaient créés, et qui étaient créés parfois par des sujets qui étaient finalement assez simples à répondre, et donc l'humain n'avait pas toute sa valeur. Donc, une intention claire côté produit, qui était répondre à leurs questions, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est ça qui est magnifique avec l'IA, mais aussi instantanément. C'est-à-dire que là, ils avaient des réponses, surtout à des questions simples, instantanément. En tout cas, c'est sur quoi on a travaillé. Et du coup, ça nous permettait aussi de mettre l'humain là où il avait le plus de sens. C'est-à-dire répondre à des questions qui étaient complexes, d'arriver à des moments où ils en avaient vraiment besoin. Et aussi avoir le temps d'être proactif. On est passé de cette intention à la réalité. Aujourd'hui, il y a 70% de nos utilisateurs qui l'utilisent mensuellement. La paye, c'est mensuel, donc il y a un enjeu à ça. Et 80% des discussions faites avec notre IA s'arrêtent là. C'est-à-dire que nos utilisateurs n'ont pas besoin d'échanger plus avec un humain. Donc là, ce qu'on appelle le escalation rate, c'est justement, il n'y a que 20% finalement des discussions avec notre IA qui montent au service support. Donc on n'est pas côté produit, là on va parler design, et justement j'ai envie de vous raconter un peu le chemin qu'on a fait, surtout côté design, pour en arriver là. Donc je vais vous parler de flow, de feedback, d'ambition, de métriques, de tests, mais aussi de friction. Et du coup, la première étape pour tendre à cette intention, c'était de la rendre un peu plus concrète. Parce que très bien, niveau leadership, tout le monde est aligné pour dire ok, il va falloir travailler sur cette IA conversationnelle, bien, mais pour aider vraiment tous les départements à se projeter, il fallait rendre ça concret. Donc on a briefé un designer, et il a travaillé quelques heures, peut-être 1 ou 2 jours, mais franchement pas beaucoup, pour rendre concret cette intention. Et côté design, bon, là, je pense que vous êtes tous d'accord, on est toujours un peu crispé par ce genre d'initiative, où en tant que designer, on n'aime pas trop travailler comme ça, parce qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de user research, mais en réalité, ça a eu un réel impact sur les équipes, parce que tout le monde s'est projeté sur à quoi ça pouvait ressembler. On ne cherchait pas la meilleure solution, on cherchait juste à représenter, à avoir une illustration de ce que ça pourrait être. Et donc ça a pris cette forme-là. L'IA était accessible depuis la barre de recherche que vous pouvez voir en haut à droite. Et l'idée c'était de pouvoir, donc il y avait un petit prototype, mais pouvoir échanger voilà, via cette modale. Bon, on ne rentre pas dans le détail. Le principal, c'était qu'en interne, tout le monde arrivait à se projeter sur comment ça pourrait fonctionner. Ok, donc on a une vision, elle est incarnée, tout le monde dit oui, c'est cool, etc. Mais c'est pas parce qu'on arrive à se projeter dans l'expérience qu'on arrive vraiment à avoir confiance sur le fait que dans quelques mois, quelques semaines, on va vraiment avoir une IA qui va être capable de répondre aux questions de nos utilisateurs sur la paye. Pour rappel, en interne, imaginez-vous, on travaille sur la paye, c'est un métier qui est compliqué. Et du coup, il n'y a pas encore cette confiance. Donc la vision sans confiance, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça qu'on va enchaîner sur une deuxième étape
tout de suite après, qui va être d'expérimenter en interne, donc aller chercher un POC, je vais vous raconter, et en parallèle, de définir l'ambition, et ça c'était plus côté design. Alors on va constituer une petite équipe d'ops, de tech et de personnes du service support pour construire une première version, mais que pour de l'interne. Donc là, c'est, vous voyez, Salesforce, pour certains peut-être vous connaissez. C'est vraiment un agent qui allait permettre, donc un agent IA, qui allait soutenir nos agents internes pour répondre aux questions de nos utilisateurs. Donc ça, on s'est vraiment concentré sur, en fait, donner plus de pouvoir à nos agents internes. Voilà. On ne l'a pas forcé l'usage. On l'a juste présenté aux équipes, on a expliqué comment ça fonctionnait, et très vite, on a eu des power users. Et ce qui était génial sur cette phase de POC, en réalité, c'était que ça nous a permis de se rassurer sur la qualité des réponses que fournissait l'IA. C'est-à-dire que les agents disaient « bah ouais, ça répond bien, ça m'est vraiment utile », et aussi sur le temps que ça leur faisait gagner. Donc là, on a vraiment gagné, grâce à ce POC, vraiment une conviction de « ok, ça marche, quoi ». Et en parallèle, nous, de notre côté design, on a travaillé sur l'ambition, parce que on a anticipé que ça allait quand même arriver à un moment ou à un autre, donc c'était bien de se dire à quoi cette expérience devrait ressembler dans 6 à 9 mois. C'est pour ça que je parle d'ambition, c'est pas une vision, voilà, c'est vraiment une ambition. Et donc là, on est sur un design assez standard de widgets qui allait pouvoir être disponible partout dans l'app. Et notre parti pris, c'est de se dire qu'on allait faire un widget qui était maison. Tout serait développé par nous, quoi. Du coup très modulable, et dans lequel on allait pouvoir retrouver tous les services de support. Donc les discussions avec l'IA, mais aussi la création de tickets, le suivi des tickets, le live chat, book a call pour avoir quelqu'un au téléphone, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler actuellement. Donc l'ambition, c'était vraiment d'avoir un widget, voilà. Ok, donc tout le monde se projette un peu dans la solution, en interne, très bien, mais la réalité, c'est que ça pose énormément de questions, plus en termes d'organisation. Comment allons-nous maîtriser le nombre de tickets générés? On revoyait les process en réalité à travers cette solution. Que se passe-t-il si l'IA se trompe? Est-ce que nous prenons le risque de casser un fonctionnement qui tient la route? Parce qu'en fait, on est allé déstructurer un peu des choses avec notre solution. Bon, toutes ces questions, elles étaient vraiment légitimes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on les a listées et qu'on les a adressées collectivement, pas juste le design, c'est le design, le produit, le CS, enfin bref, c'est toutes les équipes qui sont affectées pour y répondre point par point. Et il y a quelque chose qui a été utile, c'est en fait des principes d'expérience. Alors, je ne vais pas vous faire rêver, on n'a pas fait un atelier pour dire oui, qu'est-ce que ça va être les principes, et puis dire que ça va fonctionner. Non, en réalité, c'est quelque chose qu'on a vraiment construit au fur et à mesure des discussions, des user research, du benchmark, des discussions qu'on avait aussi avec des entreprises en externe, enfin bref, tout un tas de choses. Et on les a documentés. Là, c'est juste 3 exemples que je vais vous partager, parce que peut-être que ça peut vous intéresser. Le premier, c'est la transparence. Il y a 1 an, quand on travaillait là-dessus, justement, il se posait la question chez certaines personnes de se dire est-ce qu'il faut être transparent sur le fait que notre utilisateur, il parle à une IA ou il parle à un humain? Bon, on était assez convaincus, mais c'était vraiment important que l'utilisateur comprenne bien qu'il parlait à une intelligence artificielle. Le deuxième point, c'est IA d'abord, humain ensuite. Bon, ça peut être débattu, mais en tout cas, ça a été notre stratégie. Et ça nous a permis d'organiser pas mal de choses. IA d'abord, ça veut dire que peu importe le service de support que l'utilisateur va utiliser, il aura toujours en premier lieu une réponse de l'IA. Et ensuite, si cette réponse n'est pas satisfaisante, alors ça remontera à des agents, c'est-à-dire à un humain. Le troisième, c'est le compagnonnage. Ça, c'est un principe qui nous a beaucoup aidé dans l'accompagnement au changement en interne. C'est le fait que l'IA n'était pas là pour remplacer l'humain, mais était là pour donner plus de pouvoir à nos agents. Voilà, donc à travers cette première étape, enfin d'ailleurs c'était la deuxième, ce que je peux vous dire, c'est que avant de convaincre nos utilisateurs, en fait c'était hyper bénéfique de nous se convaincre nous-mêmes. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé avec cette première phase, ce POC et cette ambition, c'est qu'on était tous convaincus que c'est bon, on peut y aller. On peut y aller, on peut donner cette IA, mais c'était en quelques semaines. On peut donner cette IA dans la main des utilisateurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on est convaincu? Il faut livrer vite. Et là, on est super content d'avoir travaillé sur une ambition. Bon, la réalité, c'est que vous allez voir, la première version, elle est très loin de l'ambition. Mais ça, c'est un point qui est très important. C'est-à-dire que quand on se dit on veut lancer le plus rapidement possible un MVP dans les mains de nos utilisateurs, ça veut dire qu'on va devoir faire tous des concessions. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'on veut apporter de la valeur à nos utilisateurs. Alors voilà,
Ça, c'est la première version. Alors, vous allez me dire, rien à voir. Eh ben, je suis d'accord avec vous. En réalité, pour pouvoir livrer vite, il fallait qu'on ait le moins de dépendance possible avec le reste des équipes. Que, en fait, notre IA, elle soit presque à côté du produit. Pour qu'on puisse, plusieurs choses, le développer le plus vite possible, et aussi le jeter le plus vite possible. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça ne ressemble pas à l'ambition, et on n'avait pas gardé ça à long terme. Ça, c'était un contrat qu'on a fait avec les ingés. De pouvoir le jeter vite. Et donc voilà, et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Pardon, il me reste 10 minutes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a capitalisé sur l'existant, c'est-à-dire toutes les interfaces type ChatGPT, Gemini, etc. Enfin, vous voyez la manière dont fonctionnent aujourd'hui les expériences conversationnelles avec des IA. On a repris ces codes-là. Et en termes de branding, on a repris des éléments qui étaient associés à l'IA, le violet, les étoiles, etc. L'idée, c'était encore une fois, d'aller vite à l'essentiel pour pouvoir apporter la valeur à nos utilisateurs. Il y avait quand même une question, c'était si cette page elle est un petit peu à côté et pas vraiment intégrée dans le produit, comment on y accède? Eh ben, on a donné 3 points d'accès. En fait, il y a eu quelques débats et pareil, pour gagner du temps, on s'est dit, en fait, de toute façon, enlever un point d'accès, en ajouter un, c'est facile à faire, ça n'a pas énormément d'enjeux. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les 3 points d'accès disponibles dans l'app, depuis la search bar, depuis le dashboard et depuis le widget intercom qu'on avait à l'époque. Très bien, on a regardé les datas, c'était intéressant et les 3 étaient utilisés. Donc on a été plutôt content parce que ça crée du trafic. Qui dit du trafic dit de la data, dit qu'on apprenait plus. Bon, donc là on a parlé design, craft, un peu à quoi ça ressemblait, mais en réalité, le cœur du sujet de cette fonctionnalité, c'est les réponses qu'allait apporter l'intelligence artificielle. Et garantir les réponses, la qualité des réponses. Le premier, et ça, merci les content designers, c'était que la tonalité devait être alignée avec notre tone of voice et les guidelines content. Bon, ça, c'est pas très compliqué, mais c'était important de faire en sorte que le prompt l'utilise. Le deuxième, c'était que vraiment l'IA ne devait pas faire d'hallucinations. Et pour ça, il fallait réduire la température. Donc la température, c'est à quel point l'IA va être créative ou non. Donc nous, on ne voulait vraiment pas qu'elle soit créative. Hein. On est là pour s'assurer qu'à la fin, les gens soient payés le bon montant à la fin du mois. Donc vraiment pas créative. Et dans le prompt, ça c'est un petit tips et qui ne vient pas de moi, qui vient d'Elodie, une content designer chez nous, qui a mis ça dans le prompt. Elle a écrit ça tel quel. Si tu ne sais pas, dis-le, n'invente pas. Donc ça, c'est directement dans le prompt de l'IA. Et ça permet à notre IA de vraiment inventer le moins de choses possible. Et enfin, ce qui était vraiment important pour nous, c'est que quand cette IA n'était pas capable de répondre à ces questions, qu'il y ait une très bonne transition justement vers ces humains qui sont, encore une fois, capitales pour la qualité de notre service. Ok, avec tout ce travail, PayFit Copilot est né. Donc ça, c'était il y a pile 1 an. Mais il est né, au début, pour 10 personnes, ou à peine un peu plus. En tout cas, pour la première semaine, on avait peur, on avait confiance. Mais bon, en même temps, c'est quand même assez engageant de se dire, OK, on met ça dans les mains de nos users, etc. Donc on a commencé tout petit. Et c'était génial, là c'est un screenshot de notre Slack où littéralement c'était les échanges anonymisés de nos users avec Copilot. Donc on voyait les questions auxquelles ils posaient, on voyait aussi la qualité des réponses que notre IA apportait. Et ça c'était super rassurant, c'était sur un channel ouvert à tout le monde dans l'entreprise. Donc tout le monde était aussi rassuré de ça marche et on a pu très vite ouvrir à beaucoup plus d'utilisateurs et dans les 3 pays dans lesquels on est. Ok, du coup ce que je retiendrai de cette partie, c'est on aurait pu chercher la perfection, mais nos utilisateurs, eux, cherchaient des réponses et donc on a bien fait de mettre ça le plus vite possible dans les mains de nos utilisateurs. 4e étape, donc je vous l'ai dit, on avait un contrat avec les ingénieurs, on a jeté cette full page pour vraiment tendre à notre ambition. On a itéré, on a fait évidemment beaucoup de tests utilisateurs, d'interviews, etc. pour tendre à ce fameux widget qui est disponible partout dans l'app. Les utilisateurs donc, peuvent échanger avec l'intelligence artificielle. Si l'intelligence artificielle n'est pas satisfaisante, ça va remonter à un agent qui va du coup, il y a des live chats qui s'enchaînent, c'est-à-dire dans une discussion, il y a ensuite le live chat, ensuite il peut créer des tickets, etc. Donc tout fonctionne bien correctement. Mais nos utilisateurs peuvent décider de ne pas du tout commencer une discussion avec l'IA et peuvent décider de créer un ticket. Et tout à l'heure, je vous ai dit IA first, human next. Et donc,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si l'utilisateur décide de créer un ticket, eh ben en fait, on va lui apporter un premier niveau de réponse avec une IA. Si c'est pas satisfaisant, il crée un ticket. Si c'est satisfaisant, il s'arrête là. Et ce qui est intéressant pour vous, c'est que dans la user research qu'on a faite, c'est que les utilisateurs, et vous en faites partie, on sait quand est-ce que l'IA va être pertinente, quand est-ce qu'elle va pas l'être. Et donc c'est vrai qu'on a une forme de certitude aujourd'hui. Mais ça, c'est intéressant parce qu'il y a quand même 20% des tickets qui ne sont pas créés parce que la première réponse fournie par l'IA est suffisante. Voilà. Je vous parle de quelques métriques. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que ces tickets qui ne remontent pas, enfin justement, ces tickets, non, pardon, je reprends. Les conversations que nos utilisateurs ont avec l'IA, quand elles ne sont pas satisfaisantes, elles remontent au support. Et ça, c'est une donnée qui est hyper importante parce que c'est les limites de notre IA. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on catégorise ces discussions par scope produit. Par exemple, il y en a sur les absences, il y en a sur les fiches de paye, il y en a, voilà. En fait, c'est différents scopes et on catégorise ces discussions par rapport à ces scopes. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment une source d'insight hyper fort pour les équipes produits. Et ensuite, de manière un peu plus globale, ça vous donne un rapport d'insight. Souvent, dans les entreprises, on suit l'ATR, l'anti-ticket ratio. En gros, chez Payfit, là, en un an, il y a moins de 35% de tickets grâce à l'IA. Alors, pas uniquement, en fait, c'est pas que grâce à l'IA, c'est multifactoriel parce qu'il y a toutes les améliorations produits et de guidance qu'on fait. Mais en tout cas, l'IA y contribue beaucoup. Cinquième étape, très bien. Donc là, c'est une fonctionnalité qui est en cours sur laquelle on continue d'itérer et qu'on va continuer encore d'itérer pendant plusieurs trimestres. Mais il faut aussi commencer le travail de se dire c'est quoi les autres fonctionnalités, comment l'IA va encore plus apporter de la valeur dans notre produit à nos utilisateurs. Et c'est là où on va faire un travail un peu plus collectif, je dirais. On a demandé à toute l'équipe produit de lister les cas d'usage qu'ils imaginaient pouvoir apporter de la valeur à nos utilisateurs via un tableau Excel. En gros, c'est assez basique comme outil, mais ce qui est bien, c'est que ça peut être fait en asynchrone. Donc du coup, chacun peut prendre le temps de se poser, de réfléchir en fait au use case qui serait pertinent de proposer aux utilisateurs. Que chaque use case, on leur a demandé aussi de les catégoriser par étape de la user journey, les bénéfices pour les utilisateurs, les technologies envisagées. C'est quelque chose que je voulais souligner. C'est qu'on leur a pas demandé uniquement des use cases IA, on voulait pas partir purement de la technologie, on voulait vraiment apporter de la valeur aux utilisateurs. Ça peut être de la business intelligence, mais ça peut être aussi de l'automation. Bref, c'était pas forcément focus que IA. On était vraiment concentré sur les use cases. Je voulais juste ajouter un truc, c'est moi j'aime beaucoup ce genre de format qui est en asynchrone et qui permet aux gens de prendre le temps de remplir parce que c'est inclusif, parce que tout le monde n'a pas des idées comme ça à la seconde. En revanche, les gens qui ont contribué à remplir ce tableau, c'était des gens qui étaient déjà sensibilisés à l'IA. Et donc, je dirais que ça n'a pas eu un impact pédagogique très fort. Voilà, si vous décidez de faire la même chose, sachez ça. Et une fois qu'on a eu tous ces use cases, eh bien, on a décidé de... enfin, on n'a pas décidé, il a fallu les prioriser. Et pour les prioriser, on a fait avec le produit, le product marketing et le design, on a évalué chacun des use cases avec des critères clés, comme la récurrence du pain, l'impact sur l'UX transversal, l'impact business, le potentiel différenciant. Et ça nous a donné des scores et on a pu prioriser les use cases sur lesquels on a travaillé. Grâce à ces use cases, on les a pris, on les a transformés en user journey. Et on a fait une design week. Alors c'est pas un design sprint parce que comme vous avez vu, on avait déjà les use cases, on avait déjà la user journey, mais là on s'est vraiment posé en équipe design avec quelques PM, quelques autres personnes aussi du product marketing. Et on s'est posé pour vraiment explorer ces use cases, à quoi ils allaient ressembler. Donc c'était une exploration non pas de moins de valeur, mais plus de à quoi ça allait ressembler. Voilà, c'était hyper excitant. Et suite à ce travail, décidément, on a créé une vidéo. Ça va revenir. Ah bah non, il manque une slide. Ah, voilà, on a créé une vidéo pour pouvoir le partager en interne. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important pour sensibiliser tout le monde. C'est-à-dire pas que l'équipe produit, mais aussi le CS, les sales, pour les engager en fait dans ce que ça pourrait être Payfit demain, boosté à l'IA. On a raconté donc l'histoire de Gisèle, une utilisatrice qui est patronne d'un restaurant. Et au-delà de le partager à toute l'entreprise,
on a créé un autre output qui s'appelle des marqueurs expérientiels. C'est des marqueurs qui sont transversaux, qui pourraient marquer l'expérience de Payfit demain grâce à l'IA. Et on les a présentés en petits groupes, cette fois-ci c'était département par département, et on leur a posé des questions. Alors les résultats, on ne les a pas utilisés, c'est pas quantifiable, mais mon objectif, c'était de les engager derrière ces marqueurs expérientiels pour qu'ils réfléchissent à l'intelligence artificielle et comment ça pourrait impacter leur scope et l'expérience de demain. Et on leur a posé des questions assez simples comme, ça serait quoi selon vous le marqueur qui apporterait le plus de delight à nos utilisateurs, celui qui apporterait le plus de valeur, ou alors celui qui serait le plus challengeant à concevoir. Voilà, ça je trouve que c'est sympa, ça a pris littéralement 10 minutes, 10 minutes, mais vraiment à faire, et ça a eu beaucoup de valeur. Alors pour conclure, je pense que j'ai encore besoin de 2 minutes. Je pense que c'était important pour moi de vous partager les challenges qu'on a rencontrés. Le premier, vous l'avez compris, c'était la vitesse d'exécution. C'était vraiment important pour nous d'apporter rapidement de la valeur à nos utilisateurs, et le contrat qu'on avait avec les ingénieurs de se dire « Ok, on ship vite, mais par contre on est ok, demain on jette ça », et bien ça c'était vraiment appréciable. Le deuxième, ça c'est vraiment plus dans le design, en fait travailler sur une expérience d'IA pure, c'est avoir une attention au détail. En fait, vous avez vu, il n'y a pas énormément d'écrans à créer, c'est pas si compliqué que ça. En revanche, ce qui est compliqué, c'est dans les détails, dans les micro-interactions, comment le texte il apparaît. Comment je fais la transition entre une expérience conversationnelle avec une IA, puis avec un agent. Comment je le fais attendre un agent. Ce genre d'éléments, les micro-interactions, elles sont hyper importantes pour faire qu'un moment stressant, c'est-à-dire un utilisateur qui pose une question et est stressé, en fait, je vais l'alléger et lui donner confiance. Le troisième point, c'est la cartographie des wireflows. C'était hyper important d'avoir vraiment sur Figma tous les flows qui existaient et comment en fait ça allait se passer pour s'assurer que ce qu'on avait développé allait être extrêmement cohérent. Le quatrième point, je vous en ai déjà parlé, mais je veux souligner un point derrière, c'est la qualité des réponses. Pendant un an, à chaque fois qu'on changeait de modèle ou qu'on itérait sur le prompt, les content designers, ils ont, LA, parce qu'en fait, il y en a principalement une, il y avait une liste de questions avec une liste de réponses attendues. Et donc ça veut dire qu'à chaque changement de prompt ou de modèle, elle vérifiait toutes ces questions et de voir à quel point ça répondait bien et itérer et demander et travailler avec les ingénieurs pour itérer sur le prompt pour qu'on puisse avoir des réponses de qualité. Tout ça, c'était manuel. Et là, en ce moment, on est en train de travailler justement sur un outil, donc IA, qui va évaluer les réponses de l'IA à chaque évolution de prompt. Donc ça va être génial, ça va nous faire gagner du temps, mais je trouvais que c'était intéressant de vous le partager. Et là, c'est vraiment la dernière slide. C'était important pour moi de vous dire qu'en travaillant sur une fonctionnalité IA, en réalité, ça a eu des impacts sur aussi comment on travaille côté design. Le premier point, c'est que le content design a pris un rôle stratégique énorme. Elles avaient déjà un impact de ouf, mais là, vraiment, elles ont eu un rôle très important. C'est le cœur de la valeur de l'IA. Voilà, je vous partage juste ça, c'est que vive le content, et on est content d'en avoir chez nous. Le deuxième point, c'est le retour en force de la créativité. Alors j'étais surprise parce que vraiment, je ne me suis pas renseignée à l'extérieur. C'est juste quelque chose que moi, en tant que manager, j'ai observé quand j'ai dû recruter un designer pour travailler sur cette IA. J'ai cherché un profil qui, certes, suivait, connaissait les méthodologies de product design, etc., qu'on cherchait tous et qui étaient tellement mis en avant ces dernières années. Mais là, j'ai cherché un profil qui, en plus, était capable d'être créative. C'est-à-dire qu'avec ces fonctionnalités IA, il faut quand même réfléchir et créer des nouveaux modèles d'interaction. Et ça, il faut de la créativité. Et enfin, le dernier, bon, ça fait un peu Botox effect, on pourrait en débattre, ou en tout cas, c'est un peu le côté rajeunissant pour une boîte comme Payfit, qui est quand même une scale-up, une grosse boîte, on est 700 personnes. Et bien là, en travaillant sur l'IA, j'ai vu à quel point en fait, ça a apporté de l'accélération dans nos process, dans notre manière de travailler. Voilà, j'ai un peu l'impression qu'on est retombé en statut de start-up. Et ça a beaucoup d'avantages. C'est aussi l'inconvénient que parfois c'est un peu chaotique, mais il faut accepter pour pouvoir livrer vite. Mon dernier mot, c'est que le design, dans tout ce chemin, il a servi à éclairer des zones d'ombre, aider les gens à se projeter et créer du lien entre les équipes, entre les projets. Merci à toute cette équipe design et merci à vous pour votre attention.